Troisième épisode d'Investi. Salut Marc, encore là, toujours présent au poste. Toujours là. Écoute, les commentaires sont encore corrects. Fait que, Fait que dès que ça va commencer à être moins bon, tu seras plus là. je me cache. Là. Non, OK, fait qu'on va poster une offre d'emploi sur Indeed, co-animateur d'Investi. J'aimerais aussi dire aux gens qui nous écoutent, j'ai vu une stat qui dit que 3/4 des gens qui nous écoutent ne s'abonnent pas. Ça, faites pas ça à la maison, abonnez-vous. Fait que le call est fait, Mathis. On peut commencer, on saute dans le creux du sujet. Shopify, les earnings. Je sais qu'il y a du monde qui nous dit « Hey, vous parlez souvent des earnings, mais habituez-vous, ça va revenir à tous les trimestres. » On va en jaser, surtout des compagnies canadiennes, surtout une compagnie comme Shopify qui, à un certain point, était la deuxième plus grosse compagnie canadienne en capitalisation boursière derrière la Banque Royale. Je ne sais pas si c'est encore le cas, mais donc une énorme compagnie. Toi, tu as utilisé un outil fiscal.ai. By the way, on n'est pas commandité encore, mais si vous entendez ça, vous pouvez nous contacter. Tu dis que c'est un des meilleurs outils que tu as jamais utilisé. Parle-moi-en un peu, puis parle-moi de ton analyse de Shopify. OK. Ben, en gros, c'est quand j'analyse une compagnie, c'est quoi tu vas avoir? Tu vas avoir accès au data financier le plus rapidement possible. Tu veux aussi avoir accès à qui achète la compagnie, fait que les fonds d'investissement qui achètent, si les insiders en achètent. Puis tu vas avoir aussi des descriptions détaillées de tous les segments d'opération. Okay? Fait que, tu sais, d'habitude, moi, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais toujours aller lire sur le site de la compagnie. Puis des fois, ça peut venir quand même assez casse-tête. Puis, je sais pas comment je suis tombé là-dessus, honnêtement. Je suis tombé là-dessus il y a peut-être 2 semaines environ. Je demandé à ChatGPT, j'ai dit, hey, je cherche un site pour faire ça, mettons, genre un deep dive, mettons, de portefeuille. En réalité, c'est la question que tu m'as demandé l'autre fois. Ouais. Puis c'est là-dessus que j'ai trouvé ce site-là. Puis. Fait que c'est grâce à moi, dans le fond. Ouais. Non, mais avant ça, tu faisais plusieurs sites, tu allais chercher plusieurs sites. Fait que j'ai utilisé, mettons, Seeking Alpha, honnêtement, qui est encore excellent selon moi. Mais celui-là, l'affaire que j'aime le plus, puis selon moi, qui manquait sur Seeking Alpha, c'est que je peux analyser les ratios financiers, mettons, d'évaluation, mais en graphique sur une période de 10 ans. Fait que là, mettons, je suis comme, OK, moi, je veux savoir, mettons, c'est quoi le price earning que je paye, OK? Mais au final, quand tu arrêtes ton price earning, tu veux savoir est-ce que tu payes cher comparativement à l'historique du stock ou, genre, ça veut rien dire si tu es à 15 actuellement, tu comprends? Mettons qu'il était à 15 depuis 10 ans, c'est pas un deal. Mais si c'est la première fois en 10 ans qu'il était à 15, OK, là, c'est intéressant. Comme United Health la semaine passée, qui était autour de 11, 12. Fait que d'habitude, ce travail-là, je suis capable de le faire, mais ça me prend juste plus de temps. Mais là, qu'est-ce que je peux faire? C'est que je dis, regarde, moi, mettons les marges d'opération, n'importe quoi, je plotte tout ça sur un graphique, je mets toutes les compagnies que je veux, puis lui va me générer, mettons, exactement les résultats que j'ai besoin. Fait que ça me fait juste me sauver du temps, puis je trouve que c'est juste c'est plus facile à voir comme information. Là. OK. Pour ceux qui écoutent sur Spotify, juste le audio dans leur char, on va mettre un lien. Pour ceux qui écoutent sur YouTube ou Spotify aussi, on a la vidéo. On va essayer de mettre un support visuel pour donner un exemple de ça ressemble à quoi ton analyse de Shopify avec fiscal.ai. Ouais. Fait que là, si on saute d'un chiffre, c'est quand même impressionnant. Ouais. Hausse de 31% des revenus qui dépassent les attentes à 2,68 milliards de dollars américains. Ouais. Fait que c'est une business qui devrait faire plus que 10 milliards de dollars américains cette année. Tu veux-tu creuser dans les revenus, dans les marges? De quoi tu veux nous parler? Oui, ben écoute, Shopify, ça a toujours été un darling canadien, je pense, depuis longtemps. Tu sais, en tant que tel, c'est que leur moat est fort. OK? C'est pas une compagnie qui. Il y en a des compagnies qui font un peu ce qu'eux font, mettons, tu sais, comme des Square, des Wix, même Amazon, on pourrait peut-être rentrer dans le même modèle d'affaires, plus ou moins. Mm-hmm. Mais l'exécution, puis je pense la facilité pour une nouvelle compagnie d'opérer sur Shopify, c'est slim to none. Alors, j'en ai essayé des plateformes, puis c'est la meilleure que j'ai vue en termes de facilité d'intégrer puis de bâtir un site. Fait que déjà là, c'est pour ça que la compagnie, je pense qu'elle a toujours été aimée pas mal. Puis deuxièmement, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'au début, c'était juste coté sur le TSX. Fait que, tu sais, une compagnie de technologie canadienne, il y a plein de monde qui était comme, on n'a pas le choix de s'exposer à ça. C'est la seule, puis c'est la plus grosse. Fait que je pense pour ça que la compagnie est venue très grosse, très rapidement, puis que le monde a commencé à la regarder. Parce tu veux dire que les fonds, par exemple, ont une certaine exposition en tech à faire absolument ou selon leur parce charte? que ton objectif comme fonds d'investissement, c'est quoi? C'est d'habitude, c'est de battre ton benchmark ou d'essayer de le suivre le plus possible. OK? Ou de justifier les salaires des analystes qui ont des millions à essayer de battre le SP500. Exactement. Fait que, qu'est-ce qui arrive, c'est que si tu as une compagnie comme Shopify qui commence à venir une des top 3 plus grosses compagnies au Canada, puis que la compagnie a fait 25-30% par année, mettons, on va dire le stock qui grossit de ça,
mais tu n'as pas vraiment le choix de l'avoir, sinon c'est sûr que tu ne bats pas l'indice, tu comprends? Exact. Fait que ça fait un peu ce qu'on appelle un fear of missing out, que tout le monde n'avait pas le choix d'en acheter. À un moment donné, qu'est-ce qui est arrivé dans le passé, c'est que le stock était rendu trop cher. Il s'est planté. Ok. Tu regardes les graphiques, tu vas voir, ça s'est planté quand même assez drastiquement, mais la compagnie reste excellente. Ok. Je pense que ça avait tombé de pas loin de 70%. Ça, c'était à peu près à l'époque où est-ce que j'avais vendu mon app Shopify. Ouais. Puis tu sais, quand c'est arrivé, ça, je m'en souviens, dans le temps, je pense qu'on était à pas loin de 50 fois les ventes que tu payais. Les ventes, ouais. pas les earnings. Non, parce que des compagnies comme ça, OK, qu'est-ce qu'ils font? Ça, c'est important, puis on va en faire une autre parenthèse sur un autre stock aussi tantôt. C'est que c'est des compagnies de hyper-growth, OK? Fait que quand tu as des compagnies qui grandissent quand même à 25, là, tu as vu qu'ils ont fait 31% de croissance cette année. Ils prévoient encore ça au prochain trimestre. Mais là, tu sais, Shopify commence à faire des bénéfices. Fait que si tu regardes leur net income, je pense qu'ils ont généré 300 millions de chiffres de profit. Ça, c'est excluant les investissements. Qu'est-ce que si tu regardes leur net income avec un investissement spécial qu'ils ont fait, je pense qu'ils sont à 900 millions, je ne me trompe pas. Je ne vais pas dire de niaiserie. On le corrigera après. Mais continue ce que tu disais. Ouais, ils sont à 900 millions exactement. US, ouais. 69 sous US par action. Exactement. Contre 171 millions l'année passée au même trimestre. Non, fait eux, leur marge commence à grossir drastiquement. Mais qu'est-ce qui est arrivé, mettons qu'une compagnie comme ça, c'est qu'au début, ils sont tellement dans la croissance rapide, OK, qu'ils vont un peu s'en foutre de leur marge opérationnelle parce qu'ils ne vont pas vraiment essayer de garder des profits, ils vont essayer de réinjecter tout dans la business. OK? Le but, c'est pas d'aller faire un profit de la fin de l'année, c'est juste de réinjecter le plus possible. OK? Puis c'est de bâtir cette croissance-là. Fait que qu'est-ce que je fais d'habitude, c'est quand tu as une compagnie en forte croissance comme ça, c'est souvent que tu vas aller voir le price to sales parce que c'est vraiment plus ça que le monde regarde. Puis actuellement, ça fait plus de sens que ça l'était dans le passé. Là, je pense qu'on est environ à 11 fois. Je vais pouvoir te dire ça exactement. Les ventes. Ouais. Donc, ils se traderaient si mon analyse est bonne, mettons qu'ils font à peu près 10 milliards américains, ils se traderaient 11 fois 10 milliards. Excuse-moi, je dis 11 fois, là, mais on est à 19 fois. Okay? Parce que le stock a pas mal monté cette semaine. Oui. En hausse de pas loin de 20%. Là, aujourd'hui, en baisse de 4%, mais quand même 20% sur un stock qui vaut déjà de centaines de millions. Est-ce que, mettons, est-ce que ça serait cher? Okay? Ben... Oui, parce que c'est ça que le monde se demande. Ouais. J'ai-tu raté le train ou le bateau? Là, choisis le moyen de transport que tu veux, mais c'est ça qui se demande. C'est ça la vraie question. Puis en tant que tel, est-ce qu'il y a 19 fois? Mais si on regarde historiquement, mettons, sur les derniers 10 ans, le stock a déjà été pas mal plus cher que ça. OK? Est-ce que c'est le même niveau de croissance qu'on a eu dans ces années-là? Non, dans le temps, si tu retournes, mettons, en 2020, avant 2020, 2019, tout ça, c'était environ 45-50% de croissance par année qu'ils faisaient comme compagnie. Okay? Ouais. Là, ils sont dans les plus 30%, fait que c'est sûr que tu vas payer moins cher. Durant la COVID, c'était fou. Là. C'était fou. Nous, on est des utilisateurs. Je ne suis pas chez Fils. Là, Puis on voyait... Moi, j'étais aussi un utilisateur en tant que développeur d'app. Puis je voyais le nombre d'apps popper, puis je voyais le nombre de boutiques qui est quand même passé de 300 000 boutiques en 2015 à plus de 4 millions de boutiques en ce moment. Là. Ouais. Puis tu sais, pour revenir à ça, maintenant, leur modèle d'affaires, je pense qu'il est rendu plus vague aussi qu'avant. Il est rendu plus établi à l'étranger aussi. Puis qu'est-ce que je regardais dans leurs derniers chiffres qu'ils ont publiés cette semaine, c'est que le gros de la croissance vient de l'Europe, OK? Puis c'est surprenant quand même parce que pour moi, l'Europe, c'est pas une place que tu penses qu'il y aurait vraiment de la croissance, mais c'est vraiment là que la croissance... Oui, mais Shopify n'était pas là du tout. Là. Shopify, là, dans ce que je me rappelle... Là, c'est les États-Unis, leur marché États-Unis, il y avait Californie, New York, of course. Puis même au Black Friday, tu vois une planète avec un graphique des transactions qui se promènent de gauche à droite, puis c'est de New York à Californie, de Californie à New York, énormément. Puis là, quand ils ont commencé à expand, excusez-moi l'anglicisme, en Europe, ils sont aussi dans le nord de l'Afrique. Là, ils commencent à être en Asie aussi, en Inde. Je pense qu'aux dernières nouvelles, les parts de marché doivent être quand même encore 70%-ish à États-Unis. Puis dans l'ordre, après ça, c'est Canada, UK, Inde. Puis après ça, je l'ai là-dessus. Il n'y a pas vraiment, à part le UK, il n'y a pas vraiment de présence là, en Europe là, bien établie. Je te dirais que c'est environ 60%, c'est les États-Unis. On parle de 5% que c'est le Canada. Puis tu as l'Europe qui croit pas mal, qui est rendu à pas loin de 20%. Ah ouais, OK, ça a changé parce qu'avant, il y avait le UK qui est à peu près à 5-6% comme le Canada. La France commençait, en tout cas, quand je dis commençait, parce que moi, je regardais, il était où nos utilisateurs? On avait quand même 7000 clients qui utilisaient nos applications. Tu avais pas mal la UK? Non, mais ça reproduisait le même tableau que les chiffres qui sortaient. Là. Fait que c'était exactement
des données similaires. Puis tu sais, l'autre affaire aussi qui est en train de grossir quand même pas mal maintenant, c'est que le modèle d'affaires à Shopify, c'est que c'est intéressant. Tu as les subscriptions, puis Oui. après tu as le Merchant Solutions, que c'est vraiment là qu'ils essaient de grossir actuellement eux. Puis c'est quoi qu'ils essaient de faire? OK, fait que t'as surtout les systèmes de paiement, ils vont faire des frais transactionnels là-dessus. Fait en tant que tel, c'est un modèle d'affaires qui est vraiment easy. Là, Pas chez Fils, on utilise Shopify Payments. Maintenant, ils ont sorti ShopPay, qui est non seulement une façon de payer, mais qui est aussi une boutique en soi de plein de produits de plusieurs boutiques que tu peux aller sur l'App Shop puis tu peux commander. Mais ça représente 2,02 milliards, donc 2 milliards en hausse de 37 % sur le 2,68. Fait que c'est clairement là que ils font leur argent, parce que les solutions d'abonnement, c'est un gros chiffre, là, 656 millions en croissance de 17 % year over year, mais l'argent qu'ils font dans les marchands, merchant solutions qu'on appelle, j'essayais de creuser, moi, pour voir c'était quoi là-dedans. Il y a Shopify Payment, mais il y a aussi Shopify Capital. Nous, on a emprunté chez Poche quand même pas mal d'argent, puis en termes de... Le taux d'intérêt, c'est pas le best, là. Ouais, c'est entre du 8 à 13 % là, selon la durée puis le montant. Mais la rapidité de l'avoir, des fois, c'était en 24 heures. Là. 48 heures, tu l'avais dans ton compte. Mais c'est comment qu'ils vont évaluer? Ils évaluent, puis là, ils font énormément d'argent, mais je n'ai pas réussi à savoir combien, mais ça fait partie du 2 milliards de solutions de marchand. Ils évaluent tes ventes. Ils ont l'historique depuis 2015, depuis que la boutique est ouverte. Ouais. Ils savent la saisonnalité, ils savent quand est-ce que tu fais des ventes, tout. Puis, ils vont dire, OK, nous, dans cette période-là, selon ton historique, on pense que tu vas faire tant. Ouais. Fait qu'on est prêt à te prêter tant. Ouais. Puis, ils prennent, ça dépend, là, ça varie, mais nous, c'était 23 % des ventes brutes. Fait qu'à chaque vente de 100 $ de T-shirt, ils prenaient 23 piastres, ils se remboursaient à cette vitesse-là. Fait que si jamais tes ventes explosent, le taux d'intérêt que tu pensais qui était de 13 % annuel, c'est plus 13 %, c'est peut-être 18, 20. Mettons que tu as une période, une forte croissance comme on a eu pour la fête des pères. Fait que je pense que là, ils font énormément d'argent, mais je n'ai pas le chiffre exact. S'il y a quelqu'un qui l'a, il peut l'écrire en commentaire. Mais bref, tu n'avais pas de credit check, puis tu n'avais pas de garantie personnelle, puis tu as l'argent en 24-48 heures. Fait que je connais plein de monde qui ont plein de boutiques qui ont des prêts avec Shopify qui est beaucoup mieux que d'autres banques que je nommerai pas en termes d'avoir accès à l'argent facilement et rapidement. Excuse-moi, là, j'ai le fou rire, parce que genre, je pensais aux vidéos qu'on parlait tantôt, puis de la personne qui vient d'arriver dans la salle, puis le vidéo de tantôt. Mm-hmm. Ah oui, on a de la visite en studio. Il va peut-être venir nous rejoindre tantôt. J'ai une petite chronique. Mais... Y a-tu d'autres choses que tu regardes quand tu regardes, mettons, des résultats comme ça avec ton outil que tu nous parlais? Y a-tu d'autres choses qui captent ton attention? Non, mais tu veux juste voir si tout, mettons, j'essaie de voir si les multiples sont encore justifiables. Selon moi, c'est vraiment pas si pire que ça. Puis qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, j'ai regardé Tesla, j'ai regardé ces compagnies-là de tech, mettons, qui sont, on pourrait dire, qui est des darlings, encore une fois. Darling. Non, mais tu comprends c'est quoi je veux dire. Là. Mais on paye tout d'environ entre 10 et 20 fois, mettons, les ventes de ces compagnies-là. Mais il y a une compagnie qui est là, mettons, on parle d'évaluation puis de perspectives de croissance intéressantes. Il y en a une, selon moi, actuellement, ça commence à être assez extrême. Laquelle? Puis c'est Palantir. Palantir. Ouais, fait que Palantir... Tu t'étouffes, j'imagine que les multiples sont... Ouais, je voyais les chiffres hier puis j'avais de la misère à croire que c'était possible. Mais, tu sais, la question, je pense qu'il y en a plein qui se demandent, c'est est-ce que, mettons, le AI, c'est une bulle, tout ça? Moi, selon moi, ça n'en est pas une. Mais il y a des compagnies, clairement, que ça a l'air d'aller peut-être un peu trop dans le mode genre, écoute, on va faire 600% de croissance par année. Okay? Fait que quand tu regardes Palantir, c'est une compagnie qui fait actuellement pas loin de 4 milliards de chiffre d'affaires par année. Ils font quoi, Palantir? Okay, fait que Palantir, c'est une compagnie qui se spécialise dans le data analysis au niveau gouvernemental. Ils ont deux segments. Ils ont 50% de leur chiffre d'affaires, 55% de leur chiffre d'affaires, je pense, environ, qui vient de tout ce qui est les contrats au niveau militaire, au niveau CIA, au niveau FBI. Fait que toute l'analyse de ces données-là, puis les systèmes d'AI que le gouvernement américain va détenir. Okay? Fait que leur gros client, c'est le gouvernement américain. Puis après, leur autre gros client, ça va être des Fortune 500, ça va être des grosses compagnies qui veulent essayer d'améliorer toute leur chaîne d'approvisionnement par mettant, mettons, des systèmes d'AI, mais vraiment homemade dans le sens qu'il n'y a pas de data leakage qui va se faire. Donc, ça va vraiment être interne comme système. Okay? Okay. Fait que eux, c'est leur spécialité, c'est tout ce qui est l'analyse de big data. Okay? Mais je comprends que c'est important, je comprends que c'est quelque chose qui est à la mode, mais
quand c'est rendu que tu as des compagnies comme Google, tu as des compagnies comme Microsoft, tu as des compagnies comme Amazon qui ont déjà tous ces services-là en place, ou même des compagnies, on pourrait dire encore comme Nvidia qui a ces services-là en place d'une certaine façon avec tous leurs systèmes qu'ils sont en train de créer, ou même encore là, IBM avec leur système de... J'ai oublié le nom. C'est un gros ordinateur, là, je ne sais plus c'est quoi le nom. C'est toutes des compagnies que tu vas payer des multiples de peut-être 10 fois, mettons, les ventes. OK? Là, je prends encore ce multiple-là qui est déjà stretchy, by the way. OK? Puis une compagnie comme Palantir, actuellement, hier, ça se transige à 90 fois les ventes. OK? Fait que pour $1 de vente, tu payes 90 fois ça. Puis là, on parle pas des earnings parce que... Non. Les earnings, on était à genre... non, ils en font, mais pas énormément. Mais je pense qu'on était à genre 600 fois quasiment. Les earnings. Mais des 12 derniers mois. Ouais. Même si c'est une perspective de croissance de 50%, la compagnie, mettons qu'on va dire qu'elle fait 8 milliards de chiffre d'affaires l'année prochaine. La compagnie est cotée actuellement à 400, je pense, 425 milliards de market cap. Ça fait-tu du sens? Ça fait du sens, je sais. Je sais pas, mais dans mon book à moi, je me dis, crime. 430 milliards. Ouais. Tu payes la compagnie vaut 430 milliards, mais elle fait 1 milliard de revenus de chiffre d'affaires par trimestre. Ouais, vite de même. Ça fait spécial. Mais okay? je peux te dire que ça marche. Qu'est-ce que je veux dire par rapport à là, puis la parenthèse que je voulais faire avec Shopify, c'est que la compagnie actuellement, là, sa croissance de chiffre d'affaires depuis les 3 dernières années, c'était 25%. Okay? Admettons que la compagnie, on va dire qu'elle va faire 45-50% de chiffre d'affaires, de croissance de chiffre d'affaires dans les 3 prochaines années. Okay? On va dire que c'était l'équivalent de ce que, mettons, Shopify faisait dans le temps. Je sais que c'est pas le même modèle d'affaires. Non, mais tantôt, on disait qu'à 45 ou 50 fois, c'est là que le stock a planté quasiment de 60% parce que ça commence à venir trop cher. Puis là, ce stock-là, il se transige à 90 fois les ventes. C'est quand que ça va péter. Là. Fait qu'il faut shorter ou quoi? En fait, je dis 90 fois les ventes. Moi, c'est à 122 fois les ventes actuellement. Ouais, ça varie d'un site à l'autre. Parce que moi, sur Yahoo Finance, je vois pas la même affaire, mais on en jasera justement de l'importance d'avoir des données précises. Mais là, quand toi, tu vois ça, tu prends-tu des positions short? Non. Il n'y a pas grand-chose à faire là-dessus. Parce que le marché peut rester, comme on dit, souvent plus irrationnel plus longtemps que tu peux rester solvable. Fait que... ouais. Limite, pas prendre un short là-dessus. Là. Peut-être que tu vas perdre tes shorts au final. Puis... Fait que tu regardes ça passer, t'embarques pas dans le bateau, puis tu shorts non, pas. Non, mais puis... il y a un de mes amis, il m'appelle hier, puis c'est lui qui m'a fait analyser cette compagnie. Il me dit hey, t'en penses quoi? Il dit j'ai fait pas mal d'argent avec ça. Puis je dis je vais aller voir. Je suis pas ça comme compagnie. Là, je dis c'est vrai que au chiffre qui ça se transige actuellement, c'est quand même cher. Là. C'est mon opinion, mais je trouve que je serais pas acheteur à ce prix-là, disons. T'analyses-tu des fois un peu le ratio entre les puts et les calls pour voir ça s'en va où un stock? Il y en a qui le font. Je suis vraiment pas bon là-dedans. Fait que c'est pas ma force. J'ai commencé à creuser là-dedans. Je t'intéresse. Tu sais, souvent, le marché secondaire des options a quand même un impact. Des fois, tu peux aller chercher apparemment de l'information super intéressante là-dedans. Un gars que j'ai rencontré, je sais qu'il est extrêmement bon là-dessus. Tu l'inviteras. Ouais, lui, ça serait intéressant. Invite-les. Apparemment, il a fait des affaires assez exceptionnelles. Là. Ben, invite-les. D'ailleurs, si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être un bon invité, que ce soit quelqu'un qui a le droit de parler puis qui n'a pas le trou de cul serré par l'AMF, ou quelqu'un qui a un passé d'investissement incroyable qui va nous parler de ce qu'il a fait en 2008 après le crash immobilier, on aimerait vraiment le recevoir. Écrivez-les en commentaire ou... C'est peut-être indiscret en commentaire. En DM, on va vous répondre. Moi, tu as parlé de Shopify, tu as parlé de Palantir. Tu voulais aussi nous parler de l'importance d'avoir des données précises. Parce que là, c'est ça. Tu sais, moi, quand je regarde Palantir, puis là, je vois ratio coût-bénéfice de 584 sur Yahoo Finance. Ouais, ben, sur un autre site. Moi, j'étais à 574. OK. Ici. Mais déjà là, on est... La vraie question qu'il faut demander, c'est quoi, mettons, les earnings qui ont pris derrière ça. Il faudrait regarder c'est comment que ça a été calculé. Puis comment tu regardes ça? Faut que tu aies un outil plus puissant d'analyse? Parce que non. C'est juste que tu comprennes, admettons, c'est quoi la méthode de calcul. Fait que sur les sites, admettons, tu pourrais aller voir c'est quoi la méthode de calcul ou sinon, c'est toujours le faire par soi-même pour double-checking. Mais où est-ce que tu vois ça, la méthode de calcul? T'sais, mettons, toi, là, tu voudrais être sûr que. Mettons, sur un ratio. site comme ça, mettons, je suis sûr, je pourrais aller dans les FAQs, je pourrais regarder rapidement c'est comment que leur. C'est quoi la méthodologie derrière? Ouais, exactement. OK. Mettons, là, je sais que c'est personne trailing. fait, on s'entend, mais.
Mais ce qu'il Non, faudrait mais faire. mettons que pour faire une grosse position, c'est peut-être intéressant de le Oui. faire. Oui, mais c'est pour ça que je le demande, parce que surtout, là, tu sais, en plus, c'est un gros stock suivi par des dizaines d'analystes. Mais là, quand on tombe dans des small caps ou des micro caps, qu'il y a 2 analystes, puis que tu vas voir, je sais pas moi, la prévision sur les 12 prochains mois sur le TSX, Oui. puis la prévision sur le Nasdaq, puis que tu lis les chiffres, puis que c'est pas les mêmes prévisions, puis là, il y a le taux de change là-dedans. En tout cas, ça Ouais. peut commencer à être mélangeant. Moi, 100%. j'étais complètement mélangé par ça. Tu veux-tu qu'on parle de Bell Canada qui a ses earnings aujourd'hui? Fait que là, il est 1 heure de l'après-midi. On n'a pas les résultats, mais je regardais la performance dans les 5 dernières années. C'est assez, Pas si assez incroyable. triste, Ouais. pareil. Mais le TELUS, c'est la même chose aussi. Hein. Oui, c'est ça. Toutes les télécoms, ils se Ouais. font ramasser. C'est sûr que c'est pas sexy, c'est pas une industrie en forte croissance, mais ils ont quand même un certain, peut-être pas un duopole, mais ils ont quand même une part de marché importante. Toi, est-ce que tu joues dans ce secteur-là ou tu te tiens loin de ça? Il y a une compagnie qui m'intéressait, genre j'avais suivi dans le temps pas mal plus TELUS à cause qu'il y avait TELUS Health aussi, puis tout ça, puis il y avait quand même d'autres filiales que je trouvais intéressantes. BCA, honnêtement, je le connais pas tant que ça. 44% de chute Euh, dans les 5 dernières années, puis à son plus haut en 2022, on parle de 60%. Le stock étranger au New York Stock Exchange en ce moment à 23,70. Mais mettons, tu regardes juste depuis. Regarde, mettons, en 2021, tu avais 23 milliards de chiffre d'affaires. En 2022, tu en as eu 24,1. En 23, 24,6. C'est pas des. C'est quand même. En 24, 24,4, je veux dire, c'est quand même très, très stagnant. Là, ok? On parle de presque flat là, si tu regardes depuis 5 ans. Mhm. Fait qu'après ça, il faudrait aller voir en détail ok, pourquoi tout d'un coup le monde a commencé à liquider ces positions-là. Peut-être qu'il y a des secteurs qui sont juste plus intéressants, puis le monde se dit pourquoi on se mettrait dans une compagnie comme ça qui ne bouge pas. Fait que le seul, je pense, point fort de ces entreprises-là, c'est le dividende, Qui qui est est quand même assez en intéressant. haut de 5%. Ouais, mais ils n'ont pas le choix de garder un dividende élevé. T'imagines, t'enlèves ça? C'est J'imagine pas. la chute du Niagara. Là. Ah ouais? Ouais. Ben, c'est Ça s'en les va deux, pas beau, c'est là. canadien, fait que ça fit. Ouais, mais ça sera pas bon. Fait que, en tant que tel, est-ce que c'est vraiment un secteur qui a de la croissance? C'est-tu un secteur qui est appealing pour les 5 prochaines années? Ah, mais moi, je me Questionnable. dis toujours, être bonne même, là. Il me semble, il y a peut-être une opportunité là. Là, on va Ok, peut-être mais publier admettons, l'épisode puis je vais me ouais. faire ramasser dans les commentaires parce que les bénéfices vont être terribles, mais Honnêtement, on pourrait aller voir, je pourrais regarder ce soir c'est quoi qui se passe, mais à première vue comme ça, c'est. Je pense pas que c'est là qu'il y a le plus de croissance. En tout cas. bonne analyse. Non, mais dans le sens que tu pourrais aller sûrement acheter juste une banque, puis ça serait. Les banques performent déjà mieux que ça, tu vois. Mhm. Fait que tant qu'à acheter une compagnie, mettons qu'on pourrait dire qui est plus défensive, peut-être qu'il était mieux d'aller dans le secteur financier qui déjà semble avoir des perspectives plus intéressantes. Là. Donc on prend, mettons, juste Banque Royale. Ok, on va dire que depuis les 5 dernières années, je vais te donner le chiffre exact. ok? Ce que tu veux dire, c'est que tant qu'à avoir un play Zéro. dividende, Ouais, fait que tu es à Safe-ish. 0,5% de croissance, mettons, sur BCE depuis les 5 dernières années. ok? Fait que ça, c'est, mettons, average. Donc, tu vas chercher une Banque Royale. Banque Royale, OK? On s'entend dessus, là, c'est comme assez safe. Là. Si Banque Royale fait faillite, ben, le Canada va pas bien. je pense plus qu'on est en train de se parler ici. Là. Ouais, peut-être. Mais, tu sais, là, tu as un yield, mettons, de 3,4%. OK, c'est plus bas, de 2% de moins. Mais, tu as une croissance des revenus de 6,8%. Puis l'autre, tu en as 0,1, j'ai dit. Fait que Ouais, t'as je une pense même qu'il y compagnie a une qui. décroissance. Là. Non, mais je veux dire, Ouais. le milieu financier, de toute façon, c'est toujours. Ils trouvent des façons d'aller chercher des frais partout ou n'importe quoi. Fait que. Ouais, si on Ils le sont sait. quand même bons là-dedans. Si on le sait. Fait que, tu sais, mettons que tu es vraiment pour acheter une compagnie qui est safe, pas mal mieux de prendre ça. Depuis, tu regardes, mettons, en 2020, le stock est à 97 par action, il est à 180 par action à Banque Royale. Ça a doublé pour une compagnie qui est pépère. Pépère. Ouais, là, Banque Royale. Ben, c'est quand même la plus grosse compagnie. Mais non, mais je comprends, mais tu sais, c'est pas comme. C'est pas un Shopify, là. Ouais, c'est moins sexy. Ouais. Toi, parle-moi donc de ton quotidien. Là. Tu sais, toi, je sais que tu trades. Là, on parle d'investissement, mais tu as aussi Ouais. la branche marque qui trade. Tu fais quoi, mettons, à 9h30 quand la cloche sonne? Parle-moi de ton setup un peu. C'est quoi tu check? Qu'est-ce que tu fais? Je pense que les gens veulent apprendre à te connaître. Puis moi aussi, Ouais, dans le ouais. fond. Pas de stress.
Je suis rendu plus laid-back qu'avant, là, pour être honnête. Dans le temps, j'étais assez intense. J'ai fait ça pendant 2 ans. Je me levais à 5 heures chaque matin avant. OK, 5 heures. Euh, j'avais genre, je me réveillais, je prenais 3-4 cafés. Puis après ça, à partir de 5h30, 5h45, qu'est-ce que je faisais dans le temps? Je dis dans le temps parce que selon moi, c'était une meilleure routine que ce que j'ai maintenant, pour être honnête. Mais quand tu dis dans le temps, ça fait pas si longtemps Non, que ça. ça fait peut-être 2 ans. OK. Mais... là, 2 ans. Ah ouais, mais le temps passe vite. Ouais. Mais le matin, qu'est-ce que je vais faire en gros, c'est que je vais aller lire toutes les nouvelles. OK? Fait que j'essaie de rester le plus connecté au marché possible parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que quand tu restes déconnecté, tu perds le fil. OK? Puis ça, c'est comme un effet boule de neige. À chaque jour, j'essaie de rajouter un élément de plus possible. Mettons, qu'est-ce qui se passe des chiffres d'emploi, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'inflation, qu'est-ce qui se passe, mettons, au niveau des représentants de la Fed. Puis à chaque fois, j'essaie de voir, OK, c'est quoi qui est le plus important actuellement. OK? Puis le matin, je vais toujours lire là-dessus. Je vais regarder c'est quoi les nouvelles qui vont sortir durant la journée. Donc, OK, c'est quelles nouvelles qui pourraient potentiellement affecter quel secteur. Puis après ça, je vais essayer de regarder, moi, les setups que je vois, OK, est-ce que sont toujours d'actualité aujourd'hui? Puis c'est où, mettons, ces zones-là, que potentiellement, je pourrais voir du monde rentrer comme acheteur ou vendeur sur, mettons, sur les différents graphiques. Quand tu parles du setup que tu vois, qu'est-ce que tu veux dire? OK, mettons, on va dire, mettons, que je regarde le prix du pétrole, par exemple. OK, le prix du pétrole, genre, ça fait 3-4 jours que je le regarde, puis je suis comme, OK, l'OPEC, qui est genre l'organisation un peu qui contrôle finalement la production, est super bullish dans le sens qu'il n'arrête pas de mettre des quotas finalement sur la production pour finalement diminuer ça puis supporter une croissance du prix. Puis là, je suis comme, OK, regarde, ça m'intéresse d'en acheter. OK, actuellement, clairement que les fondamentaux sont bons là-dessus, mais j'attends de voir ce qu'il pourrait avoir un repli, OK, pour que je sois capable de me positionner là-dessus. Fait que je vais regarder, mettons, est-ce que ces replis-là, mettons, que je voyais il y a 3-4 jours qui m'intéressaient sont toujours aussi d'actualité aujourd'hui. OK, c'est ça que tu veux dire par ça. Exactement. Okay. Fait que c'est vraiment de regarder est-ce que c'est la thèse logique fondamentale derrière fait du sens. Puis là, qu'est-ce que je vais faire là-dedans? C'est qu'au final, les marchés ils bougent. Il n'y a jamais rien qui bouge tout seul. C'est toujours interrelié. Fait que tu essaies de comprendre un peu plus les corrélations. Okay? Fait que je vais regarder est-ce qu'il y a du sentiment, mettons, du sentiment de marché qui est risk-on ou risk-off qu'on appelle. Fait que qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que tu vas évaluer est-ce qu'actuellement tu as de l'appétit pour le risque dans le marché. Okay? Puis la meilleure façon souvent de voir ça, c'est que tu vas regarder, mettons, si le VIX est haut ou bas. Okay? Fait que je peux regarder le VIX, je peux regarder, mettons, les... C'est quoi le VIX? Ça va être la volatilité, mettons, qui va être implicite sur les marchés des options sur le S&P 500. C'est ça qu'on surnomme l'indice de la peur? Le Fear Index. Non, OK. Ben, c'est 2 affaires. Non, il y a le Fear and Greed Index, puis Ouais. tu as le VIX qui est l'indice de la peur. Sûrement que ça serait ça la traduction. Ouais. Je ne suis pas OK. trop traduction francophone. Non, mais ça calcule... En fait, le VIX, ce que j'ai remarqué, c'est que dès qu'il y a de l'instabilité, ça monte. Ça explose. Ça va à l'inverse de tout Puis ce dès qui que est... c'est stable puis qu'il y a une certaine croissance des indices, Exact. ça Fait que, descend. tu sais, mettons, il y a 2 semaines, j'ai commencé à... Pas paniquer, mais j'ai fait, regarde, quand tu touches un VIX de 14 ou 15, comme on a touché il y a environ 2 semaines, C'est ça haut veut ou c'est dire- bas, ça? C'est très bas, OK? OK. Parce qu'il varie quoi, entre 15 et 25? Ou Non, admettons, quand il n'y a aucune peur, ça veut dire que genre là, il n'y en a pas de problème, OK? Genre, il y a 0 risque. Tu vas avoir un VIX peut-être qui va aller dans les bas 10, entre 10 et 14, OK? Mais la dernière fois qu'on est allé, mettons, à 12, 13 ou 14, ça fait quand même longtemps, OK? Mais ça, est-ce que ça évolue avec le temps ou Non, historiquement, non, il c'est est ça tout le qui temps est- dans ce range-là? Ouais, non, Parce ben, que ça fait que comment je le vois, là, c'est que quand, mettons, tu es dans les... En bas de 16, pour moi, ça veut dire que actuellement, là, tout va bien, OK? Quand tu passes de 16 excuse-moi, de 18 à 20, là, ça fait comme, attention, genre, il y a quelque chose qui se passe, OK? Quand tu es en haut de 20, ça, c'est ma façon de l'interpréter, by the way, mais quand tu es en haut de 20, pour moi, c'est comme, OK, genre, là, il y a quelque chose clairement qui s'en vient. Si le marché n'a pas encore commencé à bouger, mais genre, ça va faire mal, ça sera pas beau, OK? Mais le marché a sûrement déjà bougé si ça a passé de 14 à 20, là, tu sais. Moi, de ce que Ouais, j'observe, oui, il va avoir bougé, mais des fois, c'est pas aussi drastique que qu'est-ce qui s'en vient, OK? Puis OK. après, qu'est-ce qui va arriver, c'est que j'appelle ça... les marchés, j'appelle ça les triple P. C'est ma technique pour savoir si C'est tu as quoi des ça? peak puking point. OK, ça, c'est ta technique. Non, mais si tu veux savoir, c'est quand tu sens que tu te promènes là, dans la street, puis là, le monde, t'es comme, OK, il n'y a plus personne qui veut te parler de la bourse. Là. Tu le sais que d'habitude, t'es pas mal dans le creux, OK? OK. Fait que
le VIX, qu'est-ce qui va arriver, c'est que quand il va popper en haut de 20, c'est soit qu'il va aller à 22, 23 ou il va exploser jusqu'à 50, 60, comme c'est arrivé pas mal souvent dans les derniers 3-4 ans. Là. C'est quand tu as eu la COVID, ça a explosé. Après ça, dernièrement, quand il y a eu les tarifs de Trump au début de l'année, le VIX a explosé drastiquement encore une fois. Mais ces moments-là, le plus que l'explosion est rapide, généralement, le plus que le rebond est rapide aussi. Fait que c'est souvent des V-shape recovery. Puis le moment que tu pukes, c'est le triple P, ça, quand c'est au sommet ou? Non. Le triple P, c'est quand c'est dans le creux. Là. Okay. C'est quand, mettons, là, les indices, là, tu le sens que le monde, c'est comme, voyons donc, ça peut pas aller plus bas que ça. Puis là, tu le sais jamais, c'est quand que ça va arriver. Ça, c'est impossible à timer. T'es genre rendu à vomir de la bile. Là, tu sais, ouais, écoute, tu dors plus le soir. Là, c'est comme... c'est sur le côté du lit. Là, puis là, quand ça arrive, toi, tu prends une position, ben, écoute, qu'est-ce que je vais faire, OK, c'est que souvent, qu'est-ce que j'ai remarqué, c'est que ces signaux-là, mettons, de renversement, ils sont souvent affichés à travers différents marchés, OK? Fait que, mettons, tu vas avoir les T-bills, fait que, mettons, tu vas avoir les obligations aux États-Unis qui vont atteindre souvent des points de renversement. Tu vas avoir le prix de l'or, tu vas avoir le prix, mettons, du pétrole, tu vas avoir le prix des indices qui vont tous finir par s'aligner, mais avec des niveaux de renversement différents. OK? Fait que, ce que je veux dire par là, c'est quand, mettons, tu as une correction qui s'en vient à cause d'un ralentissement économique, ce que j'ai remarqué, c'est souvent le pétrole qui va être pré-indicateur de ça. Fait que tu vas avoir le prix du pétrole qui va commencer à chuter d'habitude 1 ou 2 semaines avant. Okay? Okay. Puis si je vois le prix du pétrole chuter drastiquement, qu'est-ce que je veux dire drastiquement, c'est des 5 à 10 de journée. Puis ça arrive quand même pas mal dans le pétrole, c'est volatile. Puis tu n'as pas d'élément qui est purement fondamental relié à ce secteur-là. Fait que, admettons, tu n'as pas comme l'OPEC qui est en train de dire hey, regarde, là, nous, on ouvre les valves, là, on s'en fout des Américains, on s'en va mettre le baril à 40$, OK? Si c'est pas ça qui arrive, mais généralement, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est en train de changer, puis on a un ralentissement. Fait que quand, mettons, tu vas avoir le prix du pétrole, mettons, qui va avoir chuté drastiquement, puis là, tu vois qu'il y a un niveau intéressant qui s'en vient, que tu es comme, regarde, ça fait 5-6 fois qu'on se rend là, à chaque fois, il y a des acheteurs. Puis tu vois qu'en même temps, OK, tu as, mettons, un creux qui s'en vient, mettons, sur les marchés boursiers, puis que ce moment-là est arrivé à aligner en même temps que sur le pétrole, c'est souvent des points généralement qu'il va y avoir des acheteurs à nouveau qui vont rentrer. Fait que j'essaie juste de voir, c'est quand que tous ces niveaux-là sont alignés à travers les différentes classes d'actifs pour évaluer c'est quand que ces renversements-là s'en viennent. Okay, mais ça, c'est une job à temps plein. Là. Toi, tu fais ça à temps plein. Ouais, parce que, là, moi, je fais ça à temps plein. Ouais, tu as bien beau avoir pris 3-4 cafés, t'as été levé à 5h45. Ouais, je l'ai fait pendant longtemps, pas à temps plein, mais je veux dire... de bien comprendre et de pousser tes connaissances à un autre niveau, c'est sûr que tu peux pas faire ça à 5 minutes par jour. Là. Moi, j'ai l'impression souvent que les nouvelles viennent expliquer ce qui s'est passé dans le marché et non le contraire. T'sais. C'est comme quand ma soeur, elle essaie de rationaliser un comportement qu'elle a fait, elle essaie de... mais le comportement est déjà fait. Non, mais ça, c'est parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que le monde, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que les nouvelles, là, c'est le marché, c'est buy the rumor, sell the news, OK? Fait que souvent, tu vas faire hey, coudonc, c'est vraiment bizarre, ça devrait être positif. Finalement, c'est rendu que ça baisse, OK? Mais c'est parce que le marché, il prévoit déjà qu'est-ce qui est déjà préentendu. Puis quand la nouvelle arrive, souvent, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on va faire ah, bon, on le savait déjà, ça. Fait que là, c'est comme un sentiment de relief. Le monde prenne des profits, puis après, ils vont réembarquer. Fait que je sais pas si ça répond à ta question un peu. Oui, puis non. Ça règle pas le problème avec ma soeur, mais, mais ça répond à la question. Suis-tu un peu l'impact des tarifs? T'sais, on entend parler de ça tout le temps. Moi, j'avais une position, ça faisait 5-6 mois que j'attendais d'acheter de la compagnie Crocs, qui font les souliers, qui a tombé de 27% le matin, mon ordre a passé, puis qui était impacté par les tarifs parce qu'ils font toute leur production en Asie. Ouais. Toi, tu suis-tu un peu ce... Ben, je suis ça un peu, mais c'est complexe quand même. Là. C'est quand même assez complexe. Ça change trop souvent. Ouais. C'est ça que j'aime pas. Penses-tu que c'est pricé in? Là, moi, selon moi, c'est rendu priced in pas mal. Okay? Que les tarifs sont mis ou que c'est... que les tarifs, OK, le but, c'est pas de détruire un autre pays. C'est plus de trouver une entente, je pense, commerciale qui est plus fair pour les Américains, mais sans nécessairement peut-être trop affecter l'autre. Ce que je veux dire par là, c'est que, mettons, hier, il a annoncé, mettons, un 15% de tarifs supplémentaires sur le Japon hier soir. Puis là, tu aurais fait, tabarnouche, ça devrait pas être bon pour l'économie japonaise. Mais si tu regardes au contraire, le marché japonais aujourd'hui a monté de 1,5%. OK? Fait que c'est un 15% de tarifs. Une autre nouvelle ou c'est... Non, c'était vraiment juste ça. Okay. Qu'est-ce que je t'en rends de... Moi, comment je l'ai perçu, ça, c'est, regarde, le marché a l'air de dire, tout ça, ça va bien finaliser au final. Puis tu le vois, regarde, Trump, à chaque fois qu'est-ce qui arrive, mettons, il y a plein de pays que c'est comme, tu arrives à la date que les tarifs sont supposés embarquer. Ah, finalement, un autre 30 jours. Ils en repoussent. Oui, c'est ça. Mais de là, ma question, penses-tu que c'est pricé in, le fait que ça va avoir lieu ou
que c'est juste une menace qui n'aura pas lieu? Moi, je pense que le monde commence à comprendre que c'est plus une tactique de négociation que réellement quelque chose qui va être aussi dommageable qu'on l'a peut-être cru au début. Donc, s'il y a effectivement, c'est pas une menace puis c'est vrai, logiquement, Peut-être, le marché... mais ça paraît pas dans les chiffres des entreprises. OK. Ça Ça paraît dépend pas- lesquels, parce que là, je checkais les Peut-être chiffres lesquels, de Crocs. mais Ouais, mais Crocs, tu vois-tu pas mal de monde avec des Crocs dans la rue aussi de Mes ce 2 temps-ci. enfants. Ah ouais, mais non, mais je Ma veux dire, blonde. c'est pas comme ça explose pas de ce temps-ci, le Crocs. Là. Non, mais c'est... En tout cas, selon le ratio bénéfice que je vois sur Yahoo Finance, que je n'ai sûrement pas mis à jour, en bas de 5, En bas de 5. comme PE. Si c'est- je vais Ça, c'est rechecker. du deep value, ça. Ben, pour vrai. Mais, hein? C'est Non, mais tellement d'autres pas- compagnies, je regarde Lululemon là, qui est down plus que 50% Ouais, cette mais année. Lululemon, ils ont. Qui ont... Je pense que c'est plus culturel qu'autre chose. Ils ont trop essayé de diversifier, là, selon moi, avec des nouvelles lignes de produits. Tu sais, au final, c'est une compagnie au début qui était purement genre leggings, femmes. Puis après, ce qui est arrivé, je pense qu'il y a eu plein de backlash. Puis même le fondateur, il a même parlé là-dessus, qui était comme, il était pas d'accord avec la direction. Mais bon, je suis pas trop ça comme Ouais, compagnie moi, non je suis plus. ça parce que j'aime ça enquêter puis voir ce que le monde achète. Puis j'aime aussi ça, pas avoir l'impression de dépenser. Je suis un peu gratteux. Puis quand moi j'achète aussi. des actions de Lululemon, puis après, je vais acheter du stuff à moi ou à ma blonde, c'est Ça comme mieux. si j'investissais dans ma compagnie. Fait que Ouais. c'est pas vraiment une dépense. Je sais pas si t'as ce feeling-là, toi aussi. Ouais, je l'ai fait souvent. moi Comme aussi. là, je suis allé chez McDo, Ouais. après ça, je m'en vais chez Home Depot. Moi, Ouais. j'achète les stocks, puis dans le fond, j'ai dépensé 0 dans ma journée. C'est bon, ça. Ça devrait se voir dans les résultats. Mais tu sais, moi, mon conseiller chez BMO, il me disait, nos analystes, on préfère vendre Lululemon puis acheter Aritzia. Puis c'est à ce moment-là que je me suis dit, j'achète Lululemon. J'essaie souvent de jouer le contrarian trade, là, de jouer... Tout, c'est quelque chose que tu fais, essayer d'aller à l'inverse de ce que les analystes font. Qu'est-ce que tu en penses des prévisions des analystes de Wall Street puis de ceux qui gèrent les portefeuilles? Tu considères-tu ça quand tu fais des mouvements? Il y en a qui sont bons, mais il y en a plein qui c'est des conflits d'intérêts aussi. Fait que, Dans quel sens? Ben, c'est les cotations qui sont. Les cotations sont un peu particulières, là, des compagnies, dans le sens que, tu sais, que ça va être un outperform buy. Ouais, C'est strong quoi? buy. Ouais. Sell Un strong hold. buy, c'est un vrai buy. Un buy, c'est comme OK, tiens-le, mais je pense achète-le pas. Un Ouais. neutre, ça veut souvent. Il y en a plein qui m'ont dit ça en tout cas. Un Ok. neutre, ça veut dire genre ouais, vends-le, mais on peut pas dire que c'est vends-le. OK. Puis vends-le, là, c'est comme ah, ça va vraiment pas bien. Là. Ah ouais. Mais Va-t'en. Le problème, souvent, c'est que ce que je veux dire, c'est qu'une compagnie, il faut que ça commence à aller mal pour que là, ils fassent vraiment, finalement, une vraie analyse. Puis ils disent, ah ouais, finalement, la compagnie, ça va sûrement aller mal pendant les prochains trimestres. Mais c'est rare que tu as quelqu'un qui va se tremper les pieds, qui va faire, hey, regarde, cette compagnie-là, là, d'ici 1-2 trimestres, là, ils vont frapper un mur, puis ça sera pas beau. Dans le Ça fait sens que c'est plus ça qu'ils que j'aime update leurs Ouais, estimations mais toujours après le coup. après. Ils sont tellement sécuritaires sur la façon de s'exprimer que c'est comme il n'y a personne qui a dit ça être bold là-dedans. Puis c'est ça que je trouve des fois qui est comme tout le monde dit la même chose souvent. C'est rare qu'il y ait un analyste qui va dévier. Puis pourquoi? C'est que je pense qu'ils se protègent d'une certaine façon. Un. Puis deuxièmement, c'est qu'ils veulent garder de la business puis pas avoir l'air de la banque ou de la compagnie d'affaires qui est en train de faire regarde, nous, là, on s'en fout de toi. Là. On est juste ici pour. Ah, mais c'est pourtant, en tout cas, c'est dommage ou plate, je ne sais pas le qualificatif qu'il faut que j'emploie, mais mon conseiller, souvent, un autre que j'ai avec Industriel Alliance, il me dit les analystes pensent que ça s'en va à 42. Ouais, mais ça, c'est la pilule facile. Mais il y a beaucoup de à gens dire. Ouais. professionnels qui se fient sur ces analystes-là et amateurs, retail traders qui regardent les estimés des 12 prochains mois. Mais là, ce que tu es en train de me dire, Je dis qu'il y en a des bons, mais qu'est-ce que moi je trouve qui est plate, c'est que tout le monde se suit trop là-dedans, puis il y a très peu de monde souvent qui. J'ai vu des compagnies à un moment donné qui, il y avait de la fraude, puis des affaires vraiment genre pas bonnes qui sont arrivées. Puis quand ça arrive, genre 3 mois plus tard, là, les analystes commencent à en parler, mais c'est comme. c'est Alors, déjà si fait. quelqu'un qui est payé aussi bien que ça fait ça à journée longue, puis accès directement avec le management de la compagnie, je peux pas croire qu'il y en a qui ne le savent pas d'avance, ces affaires-là, puis qui osent pas, qui le disent pas. C'est plus ça que j'ai de la misère. OK. Es-tu dans le Bitcoin, toi? On s'est fait Non. demander de parler de ça. Moi, je suis Non, pas, je suis pas trop investi, crypto là, non OK. plus, mais C'est un sujet assez facile, celle-là. Ouais. On va jouer un jeu, Marc. Je vais te proposer 3 stocks. Le même jeu que, genre, tu la maries, tu couches avec, puis tu la laisses. Mais là, ça va être, tu l'achètes,
tu le joues pour le court terme, puis tu le vends. OK. Shopify. T'as dit, quand tu l'achètes, tu le joues pour le court terme ou... Ouais, c'est comme l'équivalent de marier, coucher avec, puis la Ah, laisser. ouais, tu l'achètes là, pour le long terme. OK. D'après moi. Palantir. Ça, tu touches pas à ça qu'une perche. OK. Fait que tu le laisses. Je vais en prendre un troisième. Bell Canada. Je sais pas pour le reste, là. Mais non, c'est une belle courbe. C'est un nouveau jeu qu'on essaie. Peut-être pour le court terme, là. C'est juste pour tenter les eaux un De peu. toute Là. façon, c'était le seul spot qui te restait. Fait que t'avais comme pas le choix. C'est quoi un portefeuille parfait selon toi? Ça dépend de la personne. Ouais. Mettons selon moi. Là. Moi. Ou selon toi. Ça va être plus facile parce que tu te connais mieux. Moi, je suis jeune, fait que c'est full risk, comme on dit. OK. C'est quoi full risk? Full risk, mon horizon de temps il est encore tellement loin. J'ai pas besoin d'argent tout de suite, OK? Fait que le plus gros des décaissements que je vais faire, ça va être quoi? Ça va être dans 35, 40 ans, 50 ans. Fait que time is your friend, comme on dit. Puis dans ce cas-là, tu devrais juste trouver, selon moi, des secteurs qui ont les plus grandes perspectives de croissance sur cet horizon temporel-là. Puis full risk, là, c'est quoi? Full risk. Mais c'est quoi ta tolérance au risque? Là? Parce que là, full risk pour quelqu'un, ça peut être modéré. Pour exact. Fait que tu sais, après, c'est ta capacité à prendre du risque, comme on dit, puis après, c'est ta tolérance. Fait que ta capacité, c'est selon ta santé financière, puis après, ta tolérance, c'est qu'est-ce que toi, tu penses que tu es capable de deal avec. Fait que d'habitude, c'est que tu prends le moindre des deux là-dedans. Quand tu parles de tolérance, tu parles de gestion des émotions ou de... Non, mais genre, qu'est-ce que, mettons, si je te dis ton portefeuille, il drop de 40% demain, là, tu fais quoi? Est-ce que tu vends tout ou tu dors bien? Ben non, je dormirais pas bien. Ouais, mais tu sais, c'est des questions d'habitude. C'est comme ça, mettons que tu évalues comment bâtir un portefeuille pour quelqu'un. C'est en demandant des questions comme ça. Puis après, si la personne a dit regarde, moi, j'ai 40 millions en banque, j'ai un train de vie de 200 000 par année, mais elle a une tolérance au risque qui est de 0, tu devrais peut-être lui dire quand t'en as de l'argent. Là, peut-être que tu peux t'en permettre un peu de risque. Peut-être que ça pourrait être finalement plus bénéfique pour toi aussi. Fait que le portefeuille parfait, ça n'existe pas. Ça dépend vraiment de ces questions-là. Ma sœur a des placements garantis fermés sur 5 ans. Elle me parlait de ça au camping. J'étais là, ouf! J'étais là, puis il offre du 3,2 %, je pense. Ah, les CPG? Ben, je pense que c'est même pire que ça, mais ça ressemble à un CPG. C'est quoi l'autre surnom du CPG? Non. Tu l'as jamais entendu? Vas-y. Un certificat de pauvreté garanti. Mais c'est garanti. C'est le bout qu'elle aime là-dedans. Puis c'est le mot-clé qu'elle me surlignait. Mais elle, moi, j'avais jamais vu ça de même. Elle pensait que si elle voulait risquer plus, il fallait qu'elle gère elle-même. Il y avait comme un gap entre soit que c'est garanti à du 3-4 % fermé sur 3 ans, 5 ans, ou je le gère moi-même. Mais elle ne veut pas le gérer elle-même parce que justement, sa tolérance, ses connaissances, etc. Là, j'y ai référé quelqu'un, un professionnel, pour la guider, mais ça m'a frappé quand elle m'a dit ça, à quel point certaines personnes pensent que si tu veux être un peu plus risqué, il faut que toi-même t'achètes et tu vendes des stocks. C'est juste... Je sais pas pourquoi, là, la bourse au Québec, c'est mal compris. Là. Vraiment, vraiment, vraiment mal compris. Au Québec seulement, tu penses? Ou? Non, je pense qu'il y a plein de places, mais tu sais, mettons, aux États-Unis, c'est rock on partout. Là. C'est take risk. C'est pas pareil. C'est l'image qui dégage. Ouais, c'est l'image qui dégage, mais dans leur comportement, c'est que ça paraît aussi. C'est différent. Fait que non, je pense qu'il y a juste une meilleure éducation à faire là-dessus. Tu n'as pas besoin pour faire plus de rendement de gérer ça par toi-même. Au contraire, tu peux juste acheter des fonds indiciels ou faire passer par quelqu'un à la banque. Là. T'es-tu investisseur dans des ETF? Les ETF de tech, moi, c'est surtout ça que j'aime. Là. OK. Ouais. Toi, tu investis principalement là-dedans. Je dis tech is the way to go, selon moi. Fait que, OK. T'achètes l'économie au complet de la technologie. Là. Ben, j'imagine que tu sais un peu comment ça fonctionne. Je faisais des recherches là-dessus. Je me demandais... oui, je sais que chaque ETF a son frais de gestion. Ouais. Exemple, QQQ est relativement bas comparé à d'autres qui... Est-ce que c'est des affaires que tu regardes avant d'analyser, d'investir dans un ETF? Ben oui, les frais de gestion, les frais de gestion. La rotation, combien de fois qu'il Mais ça dépend, fréquence d'achat. Ça dépend si... en tant que tel, ça devrait pas avoir des gros ajustements si c'est des ETF qui vont suivre vraiment, mettons, comme un style de pool. OK.
Mais ce qu'il y en a maintenant, la nouvelle mode, c'est que c'est des ETF à gestion active. OK? Mais ça, c'est quoi ça, c'est une gestion active? C'est qu'il y a plusieurs transactions? Je suis pas autant ça qu'avant, pour être honnête, là, mais selon moi, c'est plus une façon que la banque a créée d'aller chercher des frais de gestion supplémentaires. Ouais. C'est pas des leverage ETF là, qui vont faire un levier x2, x3. Ça, le monde devrait rester loin de ça. C'est dangereux. Ah ouais? Ouais, ça, c'est vraiment dangereux. Moi, j'en ai quelques-uns. Des leverage ETF? Ouais. Le problème avec les leverage ETF, c'est que c'est un bon véhicule pour les day traders, mais c'est un mauvais véhicule pour les investisseurs à long terme, selon moi, à cause que tu as des effets de... Quand tu crées un leverage ETF, c'est qu'il faut que tu prennes des positions dérivées pour copier le prix de ton sous-jacent. Genre des options. Ouais, fait qu'ils vont prendre, mettons, des futures, tout ça. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que pour continuer de copier l'évolution du prix, il faut qu'ils fassent des rollovers. Okay? Fait qu'ils vont acheter un contrat, le contrat a une date d'expiration, ils vont racheter un autre après. Okay? Puis après, ce que tu peux avoir là-dedans, c'est que tu peux avoir des effets de compte en go, on appelle. Mais quand ils achètent un contrat, ils revendent l'autre, c'est qu'il y a un genre de decay, il y a une perte d'argent qui Fait que moi, je l'ai appris quand j'étais vraiment jeune, ça, à genre 18 ans. J'avais acheté une position sur le pétrole quand le baril avait été à 40, je pense à 25 ou 30 $. J'étais ça va remonter, ça. Puis j'avais raison. Un an plus tard, ça avait remonté. Mais je l'avais acheté à travers un leverage ETF. Le baril était rendu 40% plus haut, mais moi, j'étais moins 50% sur ma position. Fait que t'avais eu raison, mais t'as perdu à moitié. Puis là, j'étais comme, coudonc, c'est quoi cette affaire-là? Je me suis fait avoir. Oui. Puis là, c'est là que j'ai été lire là-dessus, que j'ai appris ça assez jeune, que c'était à cause que c'est des produits, finalement, qui répliquent, puis t'as l'effet de compte en go, que tu viennes de perdre la valeur à chaque fois là-dessus. Il y a des dividendes aussi, parce que j'en ai reçu. Oui, j'avais acheté le ETF des semi-conducteurs SOXL. Avec du levier? Avec du levier, je pense que c'est 2 ou 3 fois. Là, c'est agressif. Là. Puis là, j'étais là, tu sais, c'est excitant quand tu fais plus 15. Mais quand tu fais moins 15 dans une journée, c'est moins excitant. Puis là, j'ai commencé à regarder ça. Puis, il me donnait un dividende. Puis il y a même un autre ETF, juste pour le fun, j'avais shorté, puis ça me coûtait des dividendes, dans le fond. Il m'enlevait de l'argent. Check ça, OK. Regarde, je vais te donner un exemple. Ton ticker... Tu analyses ce que je viens de te dire en temps réel. OK, mettons là, ton SOXL. Si tu le détiens depuis 3 ans, 10 000 $ que tu as investi il y a 3 ans là-dedans, il est rendu à 12 000. OK. Tu as fait 20% en 3 ans. OK. Puis la plus grosse position là-dedans, là, de AMD, ça je peux comprendre. La deuxième plus grosse position, mettons, tu as Nvidia. Nvidia, tu as fait pas mal plus. OK. Fait que c'est des fonds à levier comme ça, juste faire attention. Je pense que c'est peut-être pas le meilleur véhicule. OK. Je vais prendre ça en note. L'autre affaire que je voulais parler pour finir l'émission, c'est on a fait un investissement basé sur Jax, le chien, dans le compte investi. D'ailleurs, si jamais on a des commanditaires, peut-être qu'on pourrait investir l'argent des commanditaires puis faire du rendement dessus. Là, présentement, c'est juste mon argent, mais j'aimerais ça une année que ça soit pas juste la mienne. Ouais, pour faire du P&L making. Ouais, c'est quoi ça? L'art de faire du P&L. Ouais, OK. Oui, OK, dans ce sens-là. Fait que dans le compte d'investi, on est présentement, on perd 20 $ aujourd'hui. On est moins 37 depuis le début de l'année et on a 2 positions. On a la position de Jax à Microsoft qui est moins 0,64 %. On va vous tenir au courant. Ça bouge, ça bouge. Des grosses variations. Hey, merci Marc pour cet épisode-là. Il y a encore plein de sujets que je voulais passer au travers, mais ça passe vite le temps. Puis il y a d'autres mondes qui veulent le studio. Fait que merci au studio, bien entendu. Puis on se retrouve la semaine prochaine. Perfect.